Alors, je vous invite tous les trois à venir vous asseoir ici en avant pour, d'une part, réagir aux propos de vos collègues, parce que je pense qu'ici, on est en train de toucher quelque chose d'important dans notre société. C'est que la performance des entreprises tend de plus en plus à se traduire vers de la précarité des travailleurs et une surexposition à des lésions professionnelles. Et ça, je pense que dans notre société, on va devoir s'y attarder. Les syndicats ne se sont pas sentis trop concernés ces derniers temps parce que finalement, ces travailleurs d'agence, sous-contractants, ce ne sont pas leurs membres. Sauf qu'on est en train de niveler vers le bas les conditions de santé et sécurité au travail, les conditions de travail durement acquises depuis des décennies. Alors, je pense qu'il est important, comme notre future relève en santé et sécurité au travail, de s'intéresser à cette dimension-là de la performance des entreprises et la précarité des travailleurs. Alors, je vous invite à réagir à ce qu'a dit chacun d'entre vous, parce que, bon, vous aviez quand même chacun votre présentation, votre 10 minutes qui était quand même restreint, mais je pense qu'entre vous, vous êtes habitués de discuter, vous êtes habitués de réagir. Alors, je vous invite à réagir et ensuite, on va s'adresser au public, voir quelles questions vous voulez poser, quel élément de débat vous voulez aborder. Alors, je vous laisse la parole. Bon, je peux peut-être commencer. Ouais, en fait, vu que la dernière présentation, c'était celle de Jessica, ce qui m'a particulièrement interpellée, je trouvais que ça faisait un lien aussi avec ma présentation. C'est la portion de flexibilité. Tu nous as montré là, qu'il y avait différentes sources de flexibilité que recherchait une entreprise, dont une qui était d'attribuer les tâches dites simples à des travailleurs d'agence. Ouais. Puis le lien que je faisais avec ma présentation, c'était dans l'image que je vous ai présentée, tu sais, on peut penser que ça, à première vue, c'est une tâche simple, mais quand on la comprend ou quand on l'analyse, c'est peut-être plus compliqué que ce qu'on s'attendait. Donc, en fait, je me demande si ça, c'est un élément qui ressort de... On pense que c'est des tâches simples, mais en fait, ça ne l'est pas en réalité. Est-ce que c'est un aspect qui est abordé des fois avec les agences ou pas comme tel? Ça, c'est peut-être mon œil bonhomme qui voit ça. Oui, effectivement. Non, effectivement, en fait, on remarque et qui souvent, les travailleurs d'agence vont exécuter ce genre de tâches-là à la première vue semble simple, mais si on commence à la décortiquer ou encore voir l'expertise qui est derrière ces petites tâches simples, donc il y a vraiment un manquement d'information et de formation à ce niveau-là, au niveau des travailleurs. Comme je disais tantôt dans la présentation, souvent, ces travailleurs-là n'ont pas, les tâches auxquelles ils vont exécuter n'ont pas nécessairement la scolarité ou encore les compétences pour exécuter ces tâches-là. Donc, ça peut effectivement générer des problèmes, mais on le voit souvent dans les secteurs, en fait, de la manufacture. Donc, toutes les entreprises de fabrication ou autres, on va voir davantage cette situation-là parce que dans le secteur des services, c'est un autre problème. Puis, c'est d'autres tâches auxquelles les travailleurs d'agence vont être affectés. Mais effectivement, c'est un bon point qui nous amène justement à revenir à l'importance dans un premier temps, de l'analyse de chacune des tâches avant de la transférer ou de la sous-traiter, en fait, à des contractants, mais aussi de penser à la formation et l'information que ça demande aux travailleurs pour atteindre justement les niveaux de performance organisationnelle des différentes entreprises. Donc voilà, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire. Moi, je suis très content aujourd'hui de cette présentation qu'on a fait tous les trois parce que ce que je trouve que le discours qu'on envoie, c'est qu'il faut qu'on change de façon de voir. Il faut d'une part, soit qu'on change de façon de voir plutôt dans le domaine scientifique en présentant des formats d'évaluation qui permettent de correspondre à la réalité et finalement introduisant le discours sur le travail au sein du discours scientifique, qu'on soit dans un champ de performance beaucoup plus global où on a pu penser que le recours au personnel d'agence était un bon pari économique, on allait faire de l'argent et finalement on se retrouve à poser la question, mais attendez, est-ce qu'on n'a pas oublié de comprendre le travail là-dedans parce qu'on se retrouve avec des gens qui savent pas faire et donc des problèmes plutôt de production ou pour ma part des façons de voir des modèles de gestion dans les entreprises. Donc je trouve ça très, très intéressant parce que finalement ce qu'on propose c'est de réintroduire un discours sur le travail, chacun avec nos compétences et nos théories, puis de transformer la façon dont on vit notre société. Fait que je trouve ça vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Une question, vous trois.
Vous répondrez dans l'ordre qui vous paraît le plus approprié. Est-ce que, pour des soucis de performance, les entreprises ne sont pas en train de démesurément externaliser les emplois les plus pénibles, troubles musculo-squelettiques, et les plus dangereux, les emplois que ne veulent pas occuper les travailleurs réguliers? Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir, comme société, un glissement sur la protection des travailleurs, étant donné ce souci de la performance ou le souci d'un accès à l'hyperflexibilité? Peut-être que je peux commencer, là. En fait, oui. La réponse est oui. De plus en plus, les employeurs vont transférer ces tâches qui sont de plus en plus dangereuses, mais aussi, donc, comme je disais, avec peu de formation, puis qu'effectivement vont être occupés par les travailleurs d'agence ou autres sous-contractants ou travailleurs étrangers temporaires. C'est sûr que c'est un glissement au niveau de, moi je trouve, au niveau de l'imputabilité aussi en termes de santé au travail auprès des différents employeurs. Mais c'est aussi le souci que, bon, est-ce que c'est vraiment aidant de faire ces tâches-là par les travailleurs d'agence si après on sait qu'ils vont se retourner vers, oui, c'est peut-être performant dans l'entreprise, mais après, si on sait qu'ils vont se retourner dans notre système plus de santé ou encore de services sociaux parce qu'ils ont des accidents de travail ou des maladies professionnelles qui vont développer avec le temps. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que c'est vraiment avantageux? Puis l'autre chose que j'ai vue aussi dans ma recherche, c'était, faut pas oublier, tu sais, parce que souvent quand j'étais allée présenter mes données dans d'autres congrès, ce qui me disait, ouais, mais à quelque part, c'est aidant. Je veux dire, nous, ça nous aide comme employeurs, puis c'est pas juste du négatif, les travailleurs d'agence. Non, effectivement, puis je sais que si je regarde avec les professionnels de la santé auprès que j'ai interrogés, en fait, dans la région de Montréal, que ce soit les infirmières, ergonomes, médecins du travail, ce qu'ils me disent, c'est, oui, la question des agences, c'est important, et probablement qu'il y a un glissement au niveau de la surexposition des risques, bien, en fait, de toute du transfert, en fait, de la responsabilité aux agences, par exemple, des tâches dangereuses versus à l'employeur, donc les entreprises clientes. Mais aussi, il ne faut pas oublier que souvent, les entreprises qui vont qui sont sensibilisées, qui vont développer une culture de santé au travail, même s'ils vont faire appel à ces travailleurs-là, vont protéger leurs travailleurs. Donc, oui, ils vont être affectés à des tâches à risque, mais il reste qu'il va y avoir quand même un souci de protection de ces employeurs-là. Donc, il faut toujours distinguer. En fait, bon, il y a des employeurs qui sont peut-être plus sensibles, donc la question de santé au travail est beaucoup plus importante pour eux, qui ont un engagement fort, mais il y a toujours d'autres entreprises qui sont peut-être plus négligents à cet effet-là. Mais effectivement, je pense que de manière générale, il y a un certain glissement pour ce qui est le transfert du risque, en fait, auprès des travailleurs d'agence. Je m'embête pas trop avec la question de la mesure parce que je mesure pas. Dans le fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller analyser le travail, de comprendre qualitativement qu'est-ce que font les gens. Et à partir de là, de travailler avec les gens de l'entreprise pour venir développer des nouvelles façons de faire, des nouveaux modèles d'organisation ou d'autres procédés techniques. Donc la question de la mesure, pour moi, je l'évacue dans le sens que c'est le travail, on ne peut pas le mesurer. Parce que si on le mesure, on le réduit. Et on le réduit soit à une visibilité économique, soit une visibilité de production, soit une visibilité de santé-sécurité avec des indicateurs en termes d'accidents du travail, en termes de maladies professionnelles. Mais finalement, qu'est-ce que ça nous apprend sur le travail ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important, parce que ça nous permet aussi d'identifier des endroits où il faut aller comprendre le travail, puis d'avoir un portrait global de l'entreprise. Alors effectivement, il nous faut ces mesures-là, mais si on s'en tient à la mesure, je pense qu'on passe à côté, on ne rentre pas dans la boîte noire. Et cette boîte noire, c'est qu'est-ce que font les gens au quotidien, jour après jour, qu'est-ce qu'ils développent comme façon de faire, comme stratégie, quel sens ils donnent à leur travail. Puis la question du sens au travail, pour moi, elle ne se mesure pas. Donc, je rentre pas trop dans la mesure. Est-ce que les collègues veulent réagir aussi? Non, mais en fait, je trouve que tu l'as bien nommé. En fait, je pense que dans nos 3 cas, on fait de l'analyse qualitative, justement dans le but d'aller mieux comprendre ces situations-là qui sont complexes, qu'on n'est pas capable de capter justement avec la mesure. Ça ne veut pas dire que c'est pas nécessairement important, c'est juste que dans nos objectifs, on a choisi en fait une autre façon, une autre méthode de procéder en fait. Ouais. Bien, puis moi, pour compléter là-dessus, moi, je suis peut-être plus sur le volet,
un aspect évaluatif à mon travail de recherche. Mais moi aussi, je suis dans l'évaluation comme je disais, des premières étapes de l'intervention ergonomique. On n'est pas nécessairement dans une évaluation de l'efficacité. Mais pour revenir à votre question plus spécifique, malheureusement, je ne connais pas le modèle théorique auquel vous faites référence, mais je vous dirais que pour les évaluations ergonomiques, je pense une des clés, c'est pas d'identifier quel serait le meilleur indicateur pour toutes les interventions, mais vraiment d'arriver en connaissance de cause d'une intervention, de son contexte, d'aller cibler des indicateurs particuliers pour cette intervention-là. Peut-être qu'ils vont être légèrement différents pour une autre plus appropriée. Donc, je pense, moi, la piste de réponse que je pourrais apporter, c'est que c'est vraiment d'avoir des indicateurs spécifiques pour une intervention ou un contexte donné. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Si je peux me permettre, moi aussi, une réponse sur les indicateurs. Je travaille beaucoup sur les questions de précarité des travailleurs. Et effectivement, dans notre société, on a une conception du travail, on a une conception de la protection des travailleurs et des risques auxquels ils sont exposés. Mais il y a des indicateurs qu'on a évacués. Si je regarde nos grands fichiers de santé et sécurité au travail qui sont gérés par la CSST, il y a 0 indicateur sur le type de lien de contrat qu'a le travailleur avec son employeur. Alors, on ne sait pas quand un travailleur se blesse si c'est un travailleur d'agence, c'est un travailleur régulier, c'est un sous-contractant. Et on masque comme ça tous les impacts de la précarité sur les travailleurs. Alors, je pense que, oui, vous avez raison de dire qu'il faut comprendre le sens du travail, il faut comprendre et qu'il y a des éléments, mais je pense que collectivement, on fait aussi exprès pour évacuer certains indicateurs qui peuvent nuire à une réelle analyse de ce qui se passe dans le milieu du travail. Et je pense que là, la CSST est en train de se rendre compte que, oups, il y a des grandes choses qui ont été faites, qui ont été bien réalisées, qui ont été performantes dans la grande entreprise. Et là, on est en train de réaliser qu'il y a peut-être une toute autre analyse à faire sur l'exposition persistante de maints travailleurs à des risques de toutes sortes, chimiques, ergonomiques, psychosociaux, et pour lesquels on n'est pas capable d'avoir aucune mesure parce qu'ils sont à peu près absents. On n'est pas capable, entre autres, de les cibler par secteur d'activité parce qu'ils sont surtout dans la petite entreprise, celle qui ne fait pas partie des préoccupations nationales. Alors, je pense qu'on est en train maintenant de faire un regard un peu plus critique sur ce qui se passe dans cette dynamique. Ce n'est plus juste une dynamique du travailleur et de la machine, du travailleur et sa tâche. Je pense qu'il y a un contexte qui va vers un glissement qu'on doit prendre en compte. Alors, je prends trop de place, je m'en excuse. Au Québec, en fait, il y a à la fois des agences qui sont plus généralistes, qui vont, en fait, la demande provient de plusieurs entreprises clientes de différents secteurs d'activité avec, des tâches plus de manœuvre, je pourrais dire. Tandis qu'il y a des agences qui sont plus spécialisées, donc au niveau, par exemple, des compétences ou encore des diplômes, c'est beaucoup plus structuré, dont les infirmières, justement. En fait, moi, c'est pour ça aussi que je les avais exclus, les infirmières ainsi que les camionneurs, parce qu'il y avait un contexte de travail particulier. Mais pour revenir à votre question, effectivement, dans un premier temps, c'est qu'il y a une mobilité. Ils vivent, en fait, une certaine mobilité. Donc, souvent, les employeurs ne vont pas vouloir s'attarder à investir sur cette main-d'œuvre-là, ne sachant pas si ça va être les mêmes personnes qui vont revenir demain ou dans une semaine ou dans un mois. Donc, il y a cette question-là, c'est certain. Il y a aussi, c'est sûr que si on parle de flexibilité, oui, c'est les travailleurs d'agence qui la subissent, mais en fait, c'est vraiment, selon moi, le premier gagnant, en fait, de cette situation de travail-là, en ce moment, c'est l'entreprise. Donc, on le sait, on vit dans une période où est-ce que les entreprises, avec la mondialisation, concurrence des marchés, toujours à la demande de plus de performance, avec moins de ressources, mais pour arriver à être à la hauteur des autres entreprises du même secteur, on n'a pas le choix, à un moment donné, de rationaliser les coûts plus à court terme. Et la meilleure façon, c'est justement d'enlever de notre payroll, justement, certains travailleurs. Donc, on diminue notre masse salariale et on n'a pas justement à leur offrir tout ce qui est avantages sociaux, services de formation ou autres. Donc, rapidement, là, c'est ce qui me vient à l'esprit, là, qui explique en fait, puis qui est vraiment le principal, qui en profite en fait, oui. Ouais. Par contre, il faut souligner que les syndicats
ils se rendent compte qu'ils ne savent même pas qui est travailleur d'agence dans leur propre entreprise. Aussi. Parce que souvent, ces travailleurs-là d'agence occupent des plages horaires ou des tâches qui font en sorte qu'ils côtoient peu ou pas le collectif de travailleurs réguliers. Ils vont être là de nuit, de soir, la fin de semaine. Ils vont être dans le stockroom en arrière où personne ne veut aller parce que ça sent trop mauvais ou il y a trop de poussière. Ce qui fait que même les syndicats sont en train de réaliser qu'ils travaillent côte à côte avec des gens dont ils ne connaissent ni le nom, ni les tâches, et qui n'ont aucune formation sur les savoirs de prudence. Alors, je pense qu'il y a là quelque chose d'important. Moi, la question, je pense qu'il faut la poser plutôt à qui ça profite à court terme, puis à qui ça profite à long terme. À court terme, ça profite à tout le monde, parce que finalement, ça profite au propriétaire de l'agence de placement qui fait son business là-dessus. Ça profite aux travailleurs qui finalement trouvent un travail pour se faire de l'argent et manger à la fin du mois. Ça profite à l'entreprise qui a besoin d'adapter ses besoins. Mais à long terme, pour moi, ça profite à personne. Parce qu'on se retrouve avec une main-d'œuvre qui est ultra précarisée, des entreprises qui produisent mais sans savoir trop qui est là, comment on produit. Finalement, on va prendre un travailleur d'agence puis il va pas faire l'affaire parce qu'il comprend pas assez vite, donc on va en prendre un autre puis on est dans un roulement comme ça. Donc on est dans un modèle qui la flexibilité, ça peut pas tenir pour moi. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour développer de nouveaux modèles qui nous permettent d'aller à contre-courant de cette flexibilité. Au fond, vous dites ça même, ça dessert des collègues, même d'établissement. Quand il y a, par exemple, une infirmière qui arrive d'une agence, ça stresse tout à fait. Parce qu'il faudrait rester plus de temps avec elle, lui montrer tous les trucs du métier, puis finalement, on décide de ne plus les mettre dans des endroits très sensibles, on va les mettre en gériatrie, où c'est, entre guillemets, plus tranquille, mais soins intensifs, urgences, on préfère travailler, être sous-staffé que d'être staffé régulièrement, parce que c'est trop dangereux. Élise, question? J'aimerais, c'est plus une réflexion, j'aimerais avoir votre point de vue sur le fait que actuellement, effectivement, on parle beaucoup de ce concept de performance organisationnelle. Pour tous les gens qui sont en santé au travail, il s'agit de mettre les pieds dans une entreprise pour se rendre compte que cette performance organisationnelle, elle est quand même portée par tous ces travailleurs qui tous les jours se rendent dans ces milieux-là et font un travail en particulier. Et puis, plus on commence à s'intéresser à ce travail-là, on se rend compte que c'est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Tout le temps. Même la plus petite tâche qu'on y voit, tout d'un coup, un champ de complexité se révèle vis-à-vis de ce travail, cette tâche, ce travail-là. Et je me pose toujours la question, mais comment ça se fait que dans cette mouvance de grande réflexion sur la performance organisationnelle, sur le fait que de plus en plus, les entreprises, on sent une sensibilité sur est-ce que on peut être des entreprises responsables, socialement responsables, on est préoccupé par l'environnement, toutes sortes de trucs qui font en sorte que qu'on vienne mettre dans ce modèle de performance organisationnelle et que le travail reste encore en 2015 aussi absent des débats, aussi absent de la reconnaissance. Pourtant, tous les matins, on croise des gens autour de nous qui font un travail, on se côtoie. Alors, j'aimerais ça vous entendre. Comment c'est qu'on ne réussit pas, à faire en sorte que le travail soit vraiment reconnu comme au cœur de la performance organisationnelle, et comment s'y prendre, en fait, pour réussir ce changement de cap, donc ce changement de représentation, qui plutôt que travailler sur devoir enlever des tâches qu'on considère gaspillées, plutôt que de dire on va juste investir sur des machines plus productives, mais on ne s'occupe pas des personnes dans nos entreprises. Comment se fait-il qu'on n'est pas encore capable de mettre ça au cœur de notre réflexion en 2015? Vous êtes tous les trois dans Santé au travail, vous allez œuvrer dans ce domaine-là, j'aimerais ça vous entendre. Êtes-vous prêt à faire votre soutenance de thèse? Je vous laisse la parole. Vas-y. Mais c'est très succinct, Élise, mon Dieu. Je n'ai pas la réponse pour toi aujourd'hui. Moi aussi, évidemment, je pense que ça repose sur la représentation qu'on a du travail puis de ce que les gens font pour vrai. Je pense que peut-être qu'on a besoin de plus d'ergonomes dans les entreprises. Non. Mais sans blague, effectivement, c'est comment on se représente le travail puis qu'est-ce qu'on qualifie de simple ou pas. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu là-dessus, mais comment aller modifier ça maintenant, c'est une grande question, mais qui comme on est si aveugles. Les gens sont si aveugles. Oui. Mais moi aussi, là, ça va être très succinct dans le sens, c'est plus par mes expériences de travail passées, là. Mais tu sais, si je me remets justement
à repenser à mes autres expériences où est-ce qu'on arrive à 7 heures du matin, qu'on exécute un travail, puis qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on parle de performance organisationnelle, mais qu'on n'a pas intégré l'analyse du travail. Ma première réponse, c'est je crois que si on regarde juste les gestionnaires qui gèrent tout ce monde-là à l'interne, leur quotidien et les demandes qui viennent toujours des superviseurs, donc des gestionnaires plus hauts, des directeurs ou encore des sièges sociaux, ils ont une approche très, très orientée au niveau des résultats. Donc, ils ne vont pas se poser la question sur le travail même, mais ce qu'ils vont se poser, par exemple, puis ils veulent avoir aussi des rapports par rapport à ça, c'est au niveau à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, c'est quoi ton efficacité opérationnelle? Tu as jeté combien de stocks ou tu en as retenu combien? Puis c'est quoi tes performances au niveau de la qualité puis au niveau de la santé au travail? Et c'est toujours en lien avec un indicateur de performance. Donc, si ton indicateur de performance est bon et que ça fonctionne bien, jamais les employeurs, dont les gestionnaires, vont se poser la question ou encore enclencher un processus de réflexion sur toute cette notion-là de travail. Pour eux, si leurs indicateurs de performance vont bien, c'est que le travail va bien. Donc, ça serait la réponse que je pourrais donner en ce moment avec mes quelques expériences. Finalement, moi, je conclurai en disant que je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, puis que la solution à ça, pour moi, c'est de passer par les petites entreprises, les petites municipalités, les petites structures, parce que c'est celles où on a le plus d'accroche pour aller jouer directement sur les modèles de gestion. Si on va dans les grosses entreprises, les modèles de gestion sont hyper traditionnels, ils sont implantés depuis des années, fait qu'on ne pourra rien bouger. Par contre, si on va dans les petites structures, où les gens sont peut-être un peu plus amateurs, où les gens font un peu plus confiance à la vie externe et sont plus ouverts aussi à comprendre la façon de voir le travail, à mon avis, on a plus de prise. Fait que je pense que notre stratégie, c'est de passer par les petites structures. Ou sans nécessairement être plus amateurs ou qui ont peut-être plus de contrôle aussi pour modifier leur fonction ou leurs indicateurs. Je n'osais pas utiliser le mot flexibilité, mais oui, positif dans ce sens. Oui, positif dans ce sens. Plus de contrôle. Voilà, plus de contrôle sur leur travail. Une dernière question, un dernier commentaire. Juste dans la ligne des réponses qui ont été apportées par les gens qui sont là, je pense que il faut influencer les décideurs, justement, remettre en question les indices de performance qui sont strictement économiques, puis en avoir qui parlent de la qualité de la vie au travail, qui parlent de comment les gens vivent leur travail, comment ils ressentent leur travail, puis des indicateurs sur la responsabilité sociale des entreprises. Et je pense que c'est une action un peu politique aussi, qui, en plus d'intervenir sur les PME, je pense qu'il y a des normes. Il y a une norme au Québec sur entreprises en santé. C'est des choses qui peuvent être peut-être diffusées. Puis nous autres, on a peut-être un rôle comme universitaire à pousser sur ce genre d'indicateurs-là qui sont plus qualitatifs que quantitatifs, mais qui sont importants parce que la performance d'une entreprise, c'est pas strictement économique, c'est aussi est-ce que les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise sont bien là-dedans. En psychologie du travail, on sait que quand les gens sont bien, sont heureux, ils vivent comme dans un flow. Ils ne voient pas les heures passer puis ils s'investissent dans leur travail. Je pense qu'on a peut-être un rôle sur le plan politique pour pousser ce genre de normes-là, d'indicateurs. Alors, sur ça... Sylvie, j'aurais juste une petite question, une réponse courte aussi. Quand il y a un travailleur d'agence qui se blesse, légalement, qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais ça varie vraiment parce que, en fait, le réel employeur, donc, qui est imputable, c'est l'agence, OK? Mais après, c'est vraiment du cas par cas dans le sens que si on est en mesure de voir que c'est vraiment un manquement lié au gestionnaire, donc à l'entreprise cliente, il peut y avoir un partage de coûts à ce niveau-là. Mais le processus reste le même. Au niveau du travailleur, là, il va faire une déclaration de lésion professionnelle de la même façon qu'un travailleur dans une entreprise cliente va le faire. Mais en fait, après, c'est plus au niveau du partage de coûts ou encore de l'imputabilité va être différent que dans une entreprise cliente pour laquelle il y a des travailleurs permanents. Mais le processus reste le même, mais il ne faut pas oublier que justement, dans ce contexte-là, quand je parlais de la précarité, souvent les travailleurs d'agence qui ont des douleurs ne vont pas aller déclarer une lésion professionnelle parce que souvent, par crainte de représailles, dans le sens de ne plus être rappelé par les agences. Mais aussi, c'est souvent ce qu'on entend, c'est la blacklist. Ils ne veulent pas faire partie de cette liste-là pour justement avoir un emploi demain matin puis pouvoir remplir le frigo pour leur famille. Donc, mais c'est rapide, mais bon. Ouais. Mais il y a un changement qui est en train de s'amorcer. Il y a de la jurisprudence, là. En Ontario,
il y a plusieurs causes qui ont fait que l'entreprise cliente est devenue imputable du partage des coûts de lésions. Au Québec, il y a quelques cas qui commencent à se manifester et qui font jurisprudence. Mais on est vraiment dans une démarche petit pas à petit pas qui, à la fois au plan légal et à la fois organisationnel, on est en train de faire des transformations. Alors, écoutez, merci beaucoup. Je pense que le sujet nous a amené sur un débat de société qu'on va devoir faire et pour lesquels je vous invite tous, dans peu importe ce que vous faites, ayez un rôle de chien de garde. Je pense qu'on ne doit pas, sous aucun prétexte, ni sur celui de la flexibilité, ni sur celui de la performance, faire en sorte qu'il y ait un glissement sur les conditions de santé et sécurité au travail des travailleurs. Merci beaucoup. À bientôt.